Salut à tous, je fais une petite vidéo qui aura l'occasion de permettre de faire une piqûre de rappel pour la date du 5 septembre 2020, donc samedi 5 septembre prochain, concernant les manifestations devant les médias, et puis donner quelques informations supplémentaires et un peu moins habituelles que d'habitude, on va dire. Donc ça fait 5 années désormais. La première fois qu'on a démarré ça, c'était le 14 juillet 2015, donc devant les locaux de BFM, que avec différents camarades, nous renouvelons une occupation constante, permanente, quasi mensuelle, des grands médias parisiens, des grands médias audiovisuels. Alors ça fait des années aussi que des tas de gens nous raillent en disant vous voyez bien que vous arrivez à rien, vous n'êtes pas nombreux, ça débouche sur rien, ça ne sert à rien. Et quelque part, je ne sais pas ce qu'ils espèrent, mais bon, c'est pas ce qui nous démotive. La preuve, ça fait 5 ans qu'on le fait, on est constant, on est déterminé, on sait où on va, on sait qu'il faut du temps, que malheureusement mes camarades savent aussi que ça tient beaucoup de ma propre communication et je communique peu et assez mal, c'est pas trop mon truc, que de rassembler du monde. Mais pour notre faveur, nous rencontrons aussi beaucoup de gens. Nous parlons nous-mêmes, parce que je suis pas seul, hein. Je tiens à signifier que les médias, si j'étais vraiment tout seul, effectivement, j'aurais arrêté. Mais c'est pas le cas. On est quand même un bon petit nombre. On est au minimum plusieurs dizaines à chaque fois. Et là, on va certainement dépasser la centaine, voire un peu plus, parce qu'il y a beaucoup de réseaux qui vont s'impliquer. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui s'y adjoignent. Et sachez en plus que ce n'est pas moi qui organise. Là, je suis que co-organisateur. C'est justement des filles qui ont découvert ce que l'on faisait par le biais des Gilets jaunes constituants, qui se sont dit c'est une bonne idée, c'est logique, c'est cohérent. Nous aussi, on va déclarer les médias, on va se faire les médias. Donc en fait, moi je les aide simplement, mais ces filles, j'ai même pas encore eu l'occasion de les rencontrer pour vous dire. Et elles vont impliquer leur propre réseau. Donc de réseau en agglomérant, ça finit par faire des tas de gens qui connaissent la stratégie, qui reviennent, parce que ce qui compte pour eux, c'est pas forcément qu'on soit le grand nombre, même si tout le monde attend qu'on soit les grandes masses, hein, c'est évident, c'est ce qui va nous permettre quand même de faire une pression qui soit réelle et concrète. Mais c'est déjà de se dire, on n'est pas n'importe où, on est aux bons endroits pour faire une occupation. On n'est pas en train de défiler bêtement dans la rue, dans les centres-villes, en marchant sans trop savoir où aller, sans trop quoi faire. On sait où on va. Alors je rappelle quand même nos revendications qui, là aussi, ne changent absolument pas. Nous réclamons d'une part la destitution d'Emmanuel Macron pour des crimes de haute trahison. Pour ceux qui découvriraient seulement maintenant, je rappelle les motifs. L'affaire Alstom relève de l'article 411.3 du Code pénal sur les intelligences avec des puissances étrangères. Donc c'est un crime de trahison dans le sens du droit pénal que d'avoir, lorsqu'il était ministre des Finances, puis plus tard président, signé les décrets qui ont permis alors c'était quand il était ministre des Finances en particulier, la cession d'Alstom à General Electric. Il y a aussi là dans sa période présidentielle le fait qu'en avril 2018, il a ordonné le bombardement de la Syrie, en dehors de toute légalité constitutionnelle ou du droit international, et c'est qualifié par l'article 8 bis des statuts sur la Cour pénale internationale, les statuts de Rome, de crime d'agression. On pourrait relever l'affaire Benalla, on pourrait relever aussi la répression des Gilets jaunes qui très clairement relève du crime contre l'humanité et puis d'abus d'autorité, clairement, hein. On pourrait vraiment charger la mule, il y a ce qu'il faut. Ce type-là est un criminel, c'est un usurpateur, il a violé les règles du CSA, hein, sa campagne électorale du point de vue médiatique viole toutes les règles du CSA, il n'avait jamais été élu auparavant, donc il n'avait pas le droit à autant d'espace médiatique si on tient compte des règles du CSA. Donc son mandat est usurpé d'une part,
Et en plus, il se comporte en criminel, il n'est donc pas légitime à être président de la République. Et pour moi, je ne l'appellerai d'ailleurs jamais comme tel. Il s'appelle Emmanuel Macron, pas plus. Sa place est en prison. Et nous devons rester fermes là-dessus. Il ne sert strictement à rien de revendiquer des positionnements politiques, sociaux, quels qu'ils soient, si l'on ne veut pas faire tomber l'oligarchie, en commençant par son premier domino institutionnel, qui est le chef d'État. Donc tous les révolutionnaires qui sont cohérents, logiques, commencent d'abord par vouloir décapiter la tête. On ne peut pas espérer en fait avoir des avancées politiques quelles qu'elles soient si on n'a pas d'abord fait la purge de l'oligarchie au pouvoir. Donc nous restons fermes là-dessus, nous voulons la destitution d'Emmanuel Macron. Deuxième revendication, nous souhaitons évidemment que soit introduite dans la Constitution le référendum d'initiative citoyenne sur les bases législatives et révocatoires, afin que nous ayons un garde-fou. Bon, c'est une revendication politique qui ne sera certainement pas introduite par un gouvernement que nous voulons de toute façon renverser, mais nous tenons absolument à pouvoir la faire entendre, la rendre audible. Donc nous la maintenons. Il y a aussi le fait de vouloir à minima organiser un référendum sur la sortie de l'UE, l'euro et l'OTAN, parce qu'on ne va pas pouvoir espérer faire une quelconque politique économique et sociale dans notre pays et puis préserver notre intérêt et instaurer de la démocratie dans ce pays-là si nous ne sommes pas un peuple souverain sur nos lois, sur notre monnaie, sur nos relations de commerce, sur notre diplomatie. Nous avions déjà dit non en 2005. Si nous étions consultés aujourd'hui de l'aveu même d'Emmanuel Macron, qui l'avait signifié à la BBC en janvier dernier, si nous étions consultés par référendum aujourd'hui, les gens qui seraient favorables à la sortie de l'Union européenne seraient les plus nombreux. C'est bien pour ça qu'ils n'organisent pas de référendum en ce sens. Donc ça fait partie aussi d'une revendication. Et évidemment, si nous allons devant les médias, c'est bien parce que nous avons un problème avec la façon dont travaillent nos journalistes, le traitement d'informations politiques, de la diversité des opinions politiques qui n'est pas représentée. Il y a un climat de censure et de propagande éhonté. Et je pense que à l'aune de ce que l'on peut actuellement constater par rapport à la crise du coronavirus, cette propagande constante pour finalement le gouvernement qui veut nous imposer arbitrairement au mépris de l'article 16 du Code civil qui consacre nos libertés civiles, notre droit à la vie privée, à la dignité, cette propagande qui veut nous imposer le masque alors qu'une épidémie est terminée et qu'elle est de toute façon le coronavirus. On peut estimer rationnellement qu'il ne met pas en danger la nation. Ça n'est pas du tout une maladie qui est à même de mettre en danger la nation. Par contre, il y a certains intérêts clairement pharmaceutiques, notamment le laboratoire Gilead, qui tiennent absolument à ce qu'on entend d'un certain son de cloche, à faire leur beurre sur notre sécurité sociale, puisque c'est quand même la sécurité sociale qui va rembourser leurs putains de vaccins qui sont en préparation ou leurs médicaments qui sont promus au détriment d'autres médicaments qui sont proposés par un épidémiologiste et virologue qui a quand même sa notoriété internationale en France, qui est le docteur Raoult, qu'on n'a pas voulu écouter. Mais parce qu'évidemment, ce qu'il proposait, c'est un médicament qui est très connu, très simple, pas cher, et ça n'arrange pas certains intérêts très clairement. Par ailleurs, il est toujours utile de vérifier si, avec un peu d'ingénierie sociale, en faisant peur aux gens, parce que les gens ont peur de la mort dans ce monde occidental qui est si assisté, il est intéressant de voir si les gens vont accepter d'obéir à des consignes qui sont clairement arbitraires, pour justement vérifier la capacité à leur imposer plus tard un vaccin pour avoir le droit de travailler, d'aller dans les commerces, de vivre, de voyager, tout simplement. Et aussi pour dire, mais écoutez, vous vous rendez compte, là c'est très dangereux, il y a une crise sanitaire très grave, il y a une très grave épidémie d'un méchant virus mortel qui va tuer tout le monde, et que même dans la rue, vous allez voir des gens tomber raides morts comme ça, parce que ce virus est vraiment très très dangereux, clairement. Donc les droits de rassemblement vont être limités. Bon, voilà, et ça passe crème. Donc il est clair que tout ça n'est pas sain.
En plus, on nous donne pas de date limite à tout ça. En fait, on ne fait que repousser à chaque fois ces mesures totalitaires, ad vitam aeternam. Ça fait bien longtemps d'ailleurs que les droits au rassemblement de plus de 5 000 personnes, c'est terminé, quoi. Donc, il faut bien prendre conscience qu'il n'y a pas de date limite à ce qu'ils font. C'est comme tout ce qu'il y a de pire dans ce qu'ils proposent, il n'y a jamais une date butoir pour dire: «Bon voilà, on fait un certain nombre de choses qui sont clairement pas saines pour la démocratie, ou pour l'économie, mais on se donne pas de limite». C'est ad vitam aeternam. Ça devrait logiquement faire sortir les gens dans la rue, les commerces ferment, il y a plus de 800 000 chômeurs en moins d'une année avec leurs mesures. Bon, je pense que les gilets jaunes à cette rentrée-là vont être nombreux. Ça me permet donc de passer à un autre sujet. Alors donc, je rappelle, hein, pour les médias, venez le 5 septembre 2020 à 14 h devant la maison de la radio. On fera un cortège qui va nous mener devant TF1, C8, France 24, BFM et France Télévisions. On fera une pause d'une demi-heure à peu près devant chacun de ces médias. Dans une attitude pacifique et cool, hein, très clairement, on n'a pas du tout envie d'avoir des excités ou des casseurs ou des gens comme ça, et on sera intransigeant avec ces gens-là d'ailleurs. Donc venez vraiment nombreux, venez à partir de 14 h devant la maison de la radio. Et on m'a posé la question à plusieurs reprises, c'est une vieille litote, que de dire pourquoi on ne se met pas tous ensemble pour la même date qui est le 12. Alors effectivement, les gens qui communiquent pour le 12 ont plus de visibilité que nous, d'abord parce que leur date est promue par Jérôme Rodriguez, qui est une figure médiatique, qui, lorsqu'il fait des apparitions médiatiques ou quand il prend la caméra, ne parle jamais de la revendication de destitution d'Emmanuel Macron. Et là, la revendication pour le 12, c'est une revendication de justice sociale. Bon, alors moi, quand je parle de destituer Macron, quand je parle de référendum d'initiative citoyenne inscrit dans la Constitution, quand je parle de sortie de l'Union européenne, ou quand je vais... bon, là, c'est un peu plus compliqué d'expliquer exactement ce qu'on voudrait faire pour les médias, parce que il y a une délégation qui doit y aller, et puis il y a négocié un certain nombre de choses dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, et dont je vous reparlerai si vous voulez dans une prochaine vidéo. Mais enfin, toujours est-il qu'on est quand même assez clair, on sait où on va. Justice sociale, ça ne signifie rien. Et puis c'est comme si on réclamait à Macron de se montrer soudain gentil avec nous, de bien vouloir se montrer sympa et avoir une politique plus sociale. Non, mais de qui on se fout? Donc déjà, les revendications en soi qui sont portées par les organisateurs du 12 septembre, dont certains que je connais et que j'apprécie, hein, sont extrêmement fous. Justice sociale sans porter la revendication de destitution d'Emmanuel Macron, non seulement c'est flou, mais en plus c'est oublier l'essentiel. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je ne vois pas en quoi cela s'oppose de dire nous allons aller manifester devant les médias le 5, et puis le week-end d'après nous serons sur les Champs-Élysées, même si je doute que ça se tiendra sur les Champs-Élysées, parce que apparemment c'est ce que veut déclarer Jérôme Rodriguez à la préfecture, qui risquera très certainement de lui dire non monsieur, pas de Champs-Élysées. On a assez donné avec ce coin-là. C'est touristique, c'est trop près de l'Élysée, c'est trop près des ambassades, donc on vous le refuse. Vous vous déclarez ailleurs où ce ne sera pas autorisé. Donc deux solutions. Soit ce sera finalement un événement qui ne sera pas autorisé par la préfecture, les gens viendront à l'Élysée, enfin devant les Champs-Élysées, et ce sera un jeu de massacre, encore une fois, il y aura des blessés, d'autant que les casseurs et les antifas ont clairement signalé qu'ils allaient venir en force pour foutre la merde, et que je crains que malheureusement Jérôme Rodriguez, j'apprécie le bonhomme, hein, c'est ça le pire, hein, je pense qu'il n'est pas méchant, mais qu'il manque de lucidité politique, il manque d'expérience sur tout ça. Enfin voilà, c'est pas lui, lorsque il a été capable de se mêler à des communautaristes qui sont un peu frappés, là, le clan Adama Traoré. Bon, il a déjà eu des menaces, des coups de pression des antifas, donc je pense qu'il n'ose pas trop les défier et puis savoir leur dire merde. Voilà, il ne sait pas dire merde à ces gens-là parce qu'il ne voit pas du tout les risques qu'il fait prendre
à la majorité des manifestants qui ne sont absolument pas antifa ou d'ultra-gauche, ni même des casseurs. Et par contre, ces gens-là, les casseurs, les antifas, etc., aiment provoquer la flicaille, qui en retour trouvent les justifications pour balancer des gaz lacrymogènes à la gueule des gens, des tirs de LBD à la gueule des gens. Et au final, les manifestants pacifiques, qui sont clairement les plus nombreux, servent de bouclier humain pour ces petites merdes. Donc, je ne vais pas appeler les gens à aller sur Paris pour le 12, très clairement, dans ces conditions-là, tant qu'il n'y a pas une clarification sur ce qui est organisé et sur les revendications. Cependant, je pense que je vais faire comme beaucoup de gens. Je vais aller sur les ronds-points, certainement un rond-point sur Châteauroux. Je vais voir un peu comment ça va se passer avec les camarades qui sont dans le coin. Voilà, donc je ne dis pas ne faites rien le 12, au contraire, même tous les week-ends, il faut que ça bouge, il faut que tout le monde se soulève. S'il y a quelque chose à faire, faites-le. Moi, je vous encourage simplement, si vous restez en province, à faire les choses devant vos médias locaux, aller au-devant des régiments aussi, parce qu'il faut clairement faire du travail de sensibilisation de nos armées pour leur dire mais aidez-nous à dégager ce putain de Macron. Hein, ne prenez pas le pouvoir, mais dégagez-le et puis laissez un gouvernement civil de transition reprendre la main. L'article 7 de la Constitution le permet. Donc, allez devant les régiments, allez devant les médias locaux, allez faire chier les députés dans leur circonscription, ils ont des antennes. Faites des choses cohérentes, intelligentes et soyez procéduriers pour protéger vos camarades, parce que quand bien même il y en aura toujours qui vous diront ça sert à rien, c'est être un mouton que déclarer une manifestation, la réalité objective c'est que c'est protecteur et que le but du jeu c'est de nous protéger mutuellement. Voilà pourquoi on déclare, non pas parce qu'on est des moutons, mais d'abord parce qu'on a le souci de la sécurité de nos camarades. Donc commencez par là. Ensuite, donc le 12, j'invite tout le monde vraiment à aller manifester, hein, je ne m'oppose absolument pas à la journée du 12. Sachez simplement que ceux qui nous disent pourquoi vous ne faites pas une même journée ensemble, un, ça ne s'oppose pas, on peut faire encore une fois plusieurs journées, et deux, je répondrai la chose suivante: comment ça se fait que ceux qui organisent la journée du 12, qui sont au courant qu'on fait quelque chose de 5 devant les médias, ne proposent pas de dire en appui, venez aussi le 5 devant les médias, il y a d'autres manifs qui sont organisés, faites toutes les manifs. Pourquoi ces gens-là nous appelleraient finalement à les rejoindre, à faire une même journée avec eux, mais nous ne bénéficierions pas de leur lumière. Moi, je ne suis pas Jérôme Rodriguez, je ne suis pas Flyrider, je ne suis pas une figure médiatique qui a été choisie par les médias parce que je ne suis pas, parce que ce que je pourrais dire n'aurait rien de dangereux en premier lieu pour Emmanuel Macron, hein, qui est le petit protégé des médias, leur chouchou, ceux qui l'ont fait élire. Donc voilà, moi ce que je dis, c'est quand même un tantinet plus ennuyeux, et c'est pour ça que vous ne me verrez jamais devant des caméras. Ce qui n'est pas le cas des figures médiatiques qui sont tout à fait tranquillisantes, hein, voilà, c'est pour ça qu'elles ont été choisies. Qu'est-ce que j'avais à dire? Ah oui, donc en automne aussi, l'automne prochain, je vous informe que mon livre sera édité. J'ai pas encore de date à vous signifier, simplement, vraisemblablement, ce sera les éditions K, un éditeur tunisien qui va faire imprimer le livre et puis se charger de sa distribution. Donc écoutez, dès que ce sera prêt, vous aurez l'occasion de pouvoir le commander, et ça m'aidera à vivre et à financer aussi les opérations militantes, parce que le nerf de la guerre, ça reste là-dessus. Je rédige un autre bouquin là en attendant, donc je vous en parlerai un peu plus quand j'aurai bien avancé. En attendant, le bouquin Révolte qui va bientôt paraître en automne, c'est toute la stratégie révolutionnaire que je défends. Donc j'en ai exposé quelques points de vue à travers la reprise de contrôle des médias et le fait d'aller occuper les régiments. Je n'ai pas évoqué ici les drapeaux européens que l'on peut décrocher, les symboles, la révolte sur la monnaie, où je n'ai pas évoqué aussi toutes les questions un peu plus théoriques que je soulève dans le bouquin, qui portent sur le droit de résistance, sur la notion de crime de trahison, d'intérêt général, etc. Voilà, ce sont des notions comme ça, plus des affaires réelles que j'évoque dans ce bouquin pour justement incriminer nos dirigeants.
justifier donc la révolution et nous donner des moyens de la renverser. J'évoque aussi l'assainissement à travers les tribunaux populaires, le fait de constituer un gouvernement provisoire et on va dire les grandes mesures politiques minimum pour assurer les garde-fous pour la suite. Oui, je devais aussi évoquer un autre point. Certains me disent pourquoi tu veux pas prendre le contrôle des médias par la force? Alors, je dirais d'abord à ces gens, c'est bien gentil de nous dire ça, mais avant de proposer de faire quelque chose en force, venez. Venez déjà faire les choses pacifiquement et assurez-vous qu'on soit nombreux, parce qu'on ne peut rien faire en force sans le nombre. Ça, faut être clair avec ça. Les médias sont des réels bunkers. On n'entre pas comme ça dans les grands médias. Et puis s'il faut se confronter à des vigiles, à des policiers qui seront de toute façon présents et qui seront là pour protéger, bon, clairement, si on n'a pas le nombre, de toute façon, la force n'est pas envisageable. Et avant de supposer un quelconque coup de force, qui de toute façon, faut être clair, hein, je veux dire, moi, la force pour la force, m'intéresse pas. J'ai pas envie de me battre avec des flics, j'ai pas envie de me battre avec des vigiles. Je considère que quand on veut vraiment aller au bout de ses objectifs et être conscient, être lucide sur le fait qu'il y a une force opposée qui est armée, toute prise de contrôle d'un bâtiment aussi stratégique qu'un média, un parlement ou autre chose, un ministère, si on veut le faire en force, on le fait avec des armes. Faut être clair, hein, à un moment, faut arrêter de tourner autour du pot. Sauf que quand on commence à penser à la logique des armes, on doit aussi s'inscrire dans la logique qu'il peut y avoir des blessés, voire des morts. Et que quand bien même on éviterait ça, de toute façon on n'évitera pas la prison derrière. Donc combien de personnes sont prêtes à prendre le risque, un, d'aller en prison de toute façon, et deux, de potentiellement tuer ou être tué ou être à minima blessé. Donc c'est bien gentil pour les rigolos qui nous parlent d'utiliser la force, mais en général c'est ceux qu'on ne voit pas dans les manifs, hein, ils sont pas là, ne serait-ce que pour en discuter, hein, dans le cadre de manifestations pacifiques où ils peuvent évaluer et puis nous aider à faire nombre. La force, je ne l'exclus pas par défaut, je considère juste qu'elle est un élément tactique qui s'envisage en dernier recours, quand on a déjà utilisé toutes les options pacifiques qui sont à notre portée. Et on ne les a pas toutes épuisées, la preuve étant, c'est que déjà, on n'est pas foutu d'être au moins quelques milliers devant les médias chaque fois qu'on organise quelque chose. Et ça, si on l'était quelques milliers pacifiquement, je peux vous assurer que même sans avoir besoin de faire usage de la violence, on aurait un moyen de pression qui serait véritable vis-à-vis des directions de ces grands médias et en particulier les médias publics qui nous intéressent le plus. Je vais conclure par mes remerciements à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee ou via mon adresse PayPal, enfin mon adresse mail que je vais redonner, sildartha@gmail, syl-dartha@gmail. C'est le moyen pour vous en fait, de me faire des dons, tout simplement. Ça m'aide parce que je suis pauvre, clairement, mais aussi parce que ça me permet, outre bouffer, de pouvoir financer les allers-retours sur la région parisienne quand il s'agit d'aller manifester, les timbres pour les procédures et de façon générale, plus il y aura d'argent qui tombera, plus je serai en capacité de développer des initiatives militantes qui sont un peu plus coûteuses. Si on voulait par exemple rassembler du monde, vraiment beaucoup de monde dans les manifs sans que je puisse avoir besoin d'avoir une grande communication pour ça, on organise des concerts. Bon, pour ça, il faut payer la scène, il faut payer les musiciens. Je suis pas encore en capacité, je suis pas Georges Soros, quoi. Hein, et Georges Soros ne me finance pas. Notre résistance n'est pas financée par des généreux donateurs. Pourtant, on a quelques gens de notre côté qui ont un peu de fric, mais qui ne pensent pas que ce serait utile de nous aider. Donc, de la même façon, des procès, on peut lancer des procédures, mais il faut payer des avocats. Donc voilà. Plus vous m'aiderez, plus moi, déjà, je pourrais tenir le choc face à ma propre pauvreté, je pourrais continuer de travailler. Et plus il y en aura, honnêtement, ce sera pas pour me faire plaisir, ce sera tout simplement pour me dire si j'ai vraiment quelques milliers d'euros de marge de manœuvre, je l'utilise d'abord sur des avocats et si j'en ai vraiment beaucoup plus, pour d'autres initiatives qui sont plus coûteuses. Et quoi qu'il arrive, ça servirait la cause. Vous pouvez être certain là-dessus. Donc je remercie tous ceux qui m'aident, très clairement.
Je citerai pas de nom et puis, je tiens à m'excuser d'ailleurs parce que, je suis pas très retors quand on me fournit un don, pour, répondre par un petit mail, un petit message pour signaler que je l'ai reçu et puis, remercier. Donc, voilà, je tiens à présenter mes excuses à tous ceux qui me font des dons et qui ne reçoivent pas nécessairement un message d'accusé de réception. Je finis par le voir. Je suis un peu préoccupé, je suis pas très malin là-dessus, je devrais faire plus attention. Mais en tout cas, je tenais à vous faire un remerciement général et puis je vous appelle évidemment à m'aider. Quoi qu'il arrive, ça c'est toujours utile. Donc je vous rappelle l'information principale, vous avez tous rendez-vous le 5 septembre 2020 devant la maison de la radio. Pour y accéder, c'est le RRC arrêt Kennedy ou la ligne 10 du métro arrêt Javel. Vous traversez le pont et vous êtes devant la maison de la radio. Rendez-vous à 14 h et ensuite on démarre un cortège. J'espère que vous serez nombreux. Et dernière suggestion à tous les sympathisants, on va dire, de la cause. Moi, ce que je peux faire pour déclarer aux médias alternatifs comme Mainstream, ce que l'on fait pour essayer de donner de la visibilité à l'événement, ça a ses limites. Si en revanche vous communiquez aussi et que vous, notamment vous insistez auprès des médias alternatifs pour qu'il y ait une certaine diffusion, ou que vous allez vers des gens qui ont une certaine visibilité sur YouTube ou sur Facebook pour leur dire parler de l'événement, voire de prendre contact avec moi pour expliquer ce qui se passe, bah forcément on sera plus nombreux le jour dit. Tout simplement parce qu'il faut agglomérer la visibilité de beaucoup de canaux médiatiques, de vidéastes, de youtubeurs, etc. pour tout simplement qu'il y ait le plus de gens qui soient au courant qu'il se passe quelque chose à telle ou telle date. Donc aidez-moi, aidez-nous d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que moi encore une fois. Plus vous faites le boulot aussi de votre côté pour clairement influencer, sensibiliser des gens et des médias à parler de l'événement, plus on a de chances de pouvoir améliorer notre communication, notre visibilité, donc d'avoir de plus en plus de monde le jour dit. Voilà, je vous fais la bise à tous, prenez bien soin de vous, à bientôt.